surprise pour vous. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que ça va être? Ah, mais c'est en septembre 92. C'est simplement le jour qui a changé ma vie. Il y avait des professeurs sourds, des poètes, des écrivains sourds qui avaient un niveau culturel tout à fait comparable à celui des entendants. Et puis en 1880, on a interdit la langue des signes. On est passé à l'oralisation, on a inventé un certain nombre de techniques pour que les sourds parlent. Mais la langue des signes a continué de façon assez discrète, cachée, pour éviter je m'excuse, j'ai envie de faire un signe. Parce que vraiment, ça exprime mieux, je trouve, que la langue française. J'ai été pris, voilà. Mais avant vos recherches sur les sourds, vous avez étudié les latins, c'est exact? Après avoir été publié 4 livres et passé 25 ans chez les Lapons, j'avais conscience que j'avais fait le tour. En plus, j'approchais de la cinquantaine. Les hivers sont terribles. J'ai dormi plusieurs fois par moins 40 degrés dans la neige, avec heureusement un chien sur moi, pour apporter un petit peu de chaleur. Quand on approche la cinquantaine, ça commence à fatiguer, ce genre de choses. Ouais, ça gêne. Lorsqu'un jour, tout à fait par le plus grand des hasards, j'en viens à la tablette que vous avez montrée, un soir où j'étais fatigué, je regardais la télévision. Je regarde rarement, très rarement la télévision. Je tiens la tête sur un, et puis, qu'est-ce que je vois d'un seul coup? Des gens qui parlent avec les mains. Ça s'appelle la langue des signes. Ah bon? Ça a été inventé par personne, contrairement au braille, par exemple. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé au final. Ah bon? Et ça a été interdit en 1880. Ah bon? Ah ben moi je veux bien, mais le problème c'est que j'ai jamais entendu parler de tout ça. Pourtant qu'est-ce que ça a l'air intéressant? Qu'est-ce que ça a l'air intéressant? Je suis resté complètement fasciné. Quand la mission a fini, j'étais cloué sur mon divan. J'ai pas dormi de la nuit. À 9h du matin, j'étais à pied d'œuvre dans les bibliothèques universitaires. C'est le meilleur moyen de... Carrément. Et j'ai fini par chance, par tomber sur un article d'une très haute technicité. C'était pas du blablabla sur la langue des signes, c'était pas un truc pointu, extrêmement ardu. Donc, m'apportant immédiatement la preuve que oui, ce que j'ai vu la veille à la télévision est digne d'une recherche d'une extrême complexité. Voilà, j'ai trouvé mon nouveau sujet d'enquête. Qu'est-ce qu'un ethnologue, précisément? Ce n'est pas tout à fait adapté, ce signe-là. Ça voudrait dire recherche sur une personne. Or, l'ethnologue rencontre beaucoup de personnes. Un groupe, une communauté. Ah oui, la recherche de l'ethnologue porte sur le groupe et pas uniquement sur l'individu. Ce qui fait la différence, par exemple, avec la sociologie, c'est ce qu'on appelle l'observation participante. Ça, c'est du jargon. Nous posons peu de questions, le moins possible. Nous sommes là le plus longtemps possible, en participant le plus possible aux activités des populations que nous étudions. S'il n'y a pas ça, c'est pas de l'ethnologie, c'est autre chose. Ouais, il faut s'immerger dans la population. C'est absolument ça. Le signe que vous avez fait correspond exactement au mot immersion. C'est exactement ça. On plonge dans la population, on s'y noie en essayant de devenir le plus invisible possible. Alors, ces vacances en Turquie? Oh bah j'ai tout fait en quart. On était soufflés comme des pruneaux. 6 heures de route, ça n'en finissait plus. Et la Turquie, c'est pas mal. On a visité plein de sites historiques, vraiment beaux. Et il n'y avait pas d'interprète. Le guide parlait dans son micro pour les entendants. Et nous, les sourds, bah, on suivait comme des moutons. Généralement, le mieux c'est de mettre le c'est de mettre par-dessus pour ça gratuit.
Pour ton anniversaire, je t'avais écrit un poème. Tu sais, j'ai toujours aimé écrire de la poésie. Je t'en ai envoyé un pour ton anniversaire et puis j'y ai plus pensé. Et quand tu m'as offert ton livre, je l'ai parcouru et là, quel choc! Je suis tombée sur mon poème. C'est un sacré souvenir. J'étais émue et fière qu'il soit dans ton livre. Je te montre. Ça, éventuellement, on le mangera au... Et il faut que c'est Elias qui s'est mis d'accord. Tu sais, je le connais par cœur. Il est magnifique, ce poème. Que tu le mettes dans ton livre, ça m'a sidérée. Mais c'était bien. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était quand? C'est Elias, c'est celui-là. Je dirais 1993, 1994 peut-être. Et on se retrouvait où? Tous les dimanches? Au Café des Sports. Et toi, tu habitais Belleville à cette époque. Donc tu n'étais pas loin, tu venais souvent. Et je me souviens que toi, bon ça remonte à loin tout ça. Je me rappelle que tu te posais des questions sur les sourds, sur ce qu'était la culture sourde. Et tu avais envie de rencontrer les sourds. Et moi, je ne te connaissais pas. C'est un ami qui m'avait parlé de toi et qui m'avait dit que tu t'intéressais à tout ça. Tu voulais apprendre la langue des signes et nous, on a été d'accord pour te rencontrer dans ce café. Et on t'a donné des signes avec plaisir, sans imaginer la suite. On t'apprenait des mots, du vocabulaire, tout ça. Tu te rappelles, il notait tout dans son carnet, dimanche après dimanche. Et il a progressé. Tu progressais bien, hein. Tu étais formidable. T'as fait de sacrés efforts. Et pour t'exprimer aussi. C'est vrai. Et en plus, à ce moment-là, j'avais presque 50 ans. Alors, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Mais tu y es arrivé, tu as réussi, et tu as même écrit des livres. Franchement, je te tire mon chapeau. Oui, 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 c'est vrai. Alors, avec la main, quand tu déchires. Je sais, c'est pas juste. Allez, allez, allez. Couchez panier, allez. En 2002, vous publiez un livre important. Les sourds, c'est comme ça. Vous avez passé 7 années à travailler, à observer les sourds, à recueillir de l'information. Comment avez-vous fait pour mettre cette somme de matériaux dans un livre? J'avais naturellement auparavant déjà fait un certain nombre de publications sous la forme classique pour un chercheur scientifique de textes publiés dans des revues scientifiques. J'avais écrit un article sur les noms en langue des signes, 2 articles sur l'humour, les signes de parenté en langue des signes française. Donc déjà au début, quand je me suis affronté au travail difficile d'en tirer un livre, j'avais déjà au départ un certain nombre de petits paquets qui étaient là. Ce livre, Les sourds, c'est comme ça, a été largement diffusé et lu par beaucoup d'entendants. Qu'ont-ils découvert? Les entendants ont été intéressés, ont découvert des tas de choses, ont trouvé des réponses aux questions qui se posaient. Les entendants, et parmi eux en premier les médecins, ont très souvent, trop souvent, je dirais presque généralement, considéré la naissance d'un enfant sourd comme un malheur individuel, le fait d'être sourd comme un malheur individuel. Alors ce que j'ai essayé de montrer, puisque les sourds n'ont pas attendu pour le savoir eux-mêmes, bien entendu, c'est qu'il y a naturellement dans la surdité une dimension culturelle. En fait, quand on parle de culture sourde, c'est une autre manière de dire la même chose. Par définition, une culture, c'est quelque chose de collectif. L'humour, c'est collectif, la sociabilité, c'est collectif, la parenté, c'est la transmission héréditaire de la société, c'est collectif, les noms en langue des signes, c'est collectif. Quant aux sourds, qui est évidemment le cas qui m'intéressait le plus, les réactions ont été très, très, très positives. Qu'est-ce qu'ils avaient qui les a ravis? Un livre écrit par un entendant,
qui expliquait ce qu'étaient réellement les sourds, c'est-à-dire des êtres de langage parfaitement normaux sur tous les plans, etc. Et puisque c'était un entendant qui écrivait ce livre, il l'expliquait avec des paroles et des mots et des phrases d'entendants. Donc les entendants qui achèteraient le livre allaient le comprendre tout de suite. Enfin, enfin, enfin. Nous sommes à Nogent-le-Rotrou. Ici se trouve une très vieille école de sourds. Aujourd'hui, Yves Delaporte va rencontrer d'anciennes élèves de cet institut afin de recueillir les signes de leur enfance. Mais quand ces personnes vont disparaître, que vont devenir ces signes qu'elles sont les seules à utiliser? Comme ils sont précieux, il est important d'en garder la trace. Depuis de nombreuses années, Yves Delaporte fait ce formidable travail de recueil. Bonjour, merci d'être venu. Tous les quatre, on a déjà eu une séance de travail lundi et mardi dernier. Toutes les trois, vous êtes mes professeurs sourds. Et c'est moi qui suis l'élève. À Paris, le signe mieux se fait comme ça. Et ici à Nogent, comment vous signez mieux? Mieux, mieux, mieux. Comment ça se signe déjà à Paris? C'est différent les signes de Paris. Les signes de Paris, on les laisse à Paris. C'est aux signes d'ici qu'on s'intéresse. Je fais anniversaire comme ça. Moi, je fais anniversaire. Ton anniversaire, là, c'est comme si tu disais bonjour. Anniversaire. Grandir. Anniversaire. Et toi? Remontre-moi comment tu le signes. Anniversaire. Si. Anniversaire. Dis, c'est pas la peine de te moquer d'elle, tu exagères. Arrête, toi. Attention. Pourquoi ce signe-là, anniversaire? Anniversaire? Moi, je fais anniversaire comme ça. Ouais, mais pourquoi? Je ne sais pas. Autour de moi, ça se disait comme ça. Enfant, on faisait comme ça. Et toi, tu fais anniversaire en partant de la tête. Anniversaire. Bon anniversaire. C'est grandir. Ah, anniversaire comme ça, c'est le fait de grandir. Anniversaire. Et il y a anniversaire comme ça. Les doigts, c'est les bougies et on souffle dessus. C'est le signe de maintenant. On faisait pas ça avant. Mais avant, on ne signait pas anniversaire comme ça. Mais non. Est-ce que vous savez pourquoi Yves Delaporte note tous vos signes? Pour en faire quoi? Pour faire un livre des signes d'autrefois. En faire un livre parce que ces signes-là, ils sont précieux. Il faut pas qu'ils disparaissent. Ah non, faut pas qu'ils disparaissent. Parce que les jeunes ne connaissent pas ces signes d'autrefois. Ils sont différents. Cette séance à laquelle j'ai assisté, quel travail, c'était passionnant. Vous avez recueilli les signes anciens de ces trois femmes sourdes. Mais qu'allez-vous en faire? Dans un premier temps, il faut effectivement recueillir ce qu'on peut appeler des matériaux. En l'occurrence, mes matériaux à moi, dans ce cas-là, ce sont des signes et de préférence des signes anciens. Une fois que ça c'est rassemblé, une fois que les photographies ont été converties par moi en dessin, une fois que je peux comparer l'ensemble de mes matériaux, tout ce qu'il y a dans mon corpus, après j'attaque la recherche étymologique. Et ce travail, je l'ai déjà fait dans 2 autres régions de France.
je l'ai fait chez les filles de l'école de Pont-de-Beauvoisin, un petit village qui est situé à 30 km de Chambéry. Alors les garçons étaient à Chambéry et les filles étaient à Pont-de-Beauvoisin. Et comme il y a très très peu de contact entre les filles et les garçons, les filles ont développé un dialecte qui leur est tout à fait propre. Mais vous parlez de dialecte. C'est quoi un dialecte? C'est la langue qui est parlée par un groupe de gens qui sont géographiquement rassemblés et éventuellement isolés d'autres groupes d'humains et qui, par la force de la communication quotidienne, inventent, créent ou font évoluer certains mots de façon à avoir une langue commune, comme on l'a vu par exemple aujourd'hui à Nogent-le-Rotrou. Moi, je ne fais pas de différence entre langue et dialecte. Par exemple, ce qu'on appelle la langue des signes française, je dis toujours, avec un petit peu de provocation, mais je le pense profondément, qu'est-ce que c'est que la langue des signes française? C'est le dialecte parisien. Mais vous savez que c'est exactement la même chose pour le français avec les entendants. Qu'est-ce que c'est que le français actuel que tous les Français parlent? Ça n'est rien d'autre que le dialecte de l'Île-de-France. Partout en France, ailleurs, on parlait d'autres dialectes. En quoi ces signes anciens que vous recueillez vous aident dans votre recherche étymologique? Il faut se plonger dans deux choses en même temps. Il faut avoir toujours la tête dans les vieux ouvrages du 19e siècle et il faut toujours avoir la tête et les yeux, bien sûr, sur ce qu'on a recueilli à Nogent-le-Rotrou ou à Clermont-Ferrand. Et c'est en comparant les deux qu'on peut commencer à faire des hypothèses sur l'origine des signes. Donc c'est tout à fait excitant pour un chercheur scientifique d'aborder un boulevard complètement nouveau, quasiment inconnu, où on trouve des choses, on ramasse des choses nouvelles à la pelle. C'est vrai que les personnes âgées sont amenées à disparaître et les signes vont disparaître avec elles. Je te propose de faire un petit jeu. Tu vas essayer de trouver l'origine de signe que je vais te montrer. Tu vas voir. Ouais. Alors, le signe confiance. Pourquoi on le fait comme ça? Confiance. Parce qu'on se regarde droit dans les yeux, on est face à face. Confiance, c'est direct. On est dans une relation, on se fait confiance. Alors, au 19e siècle, comment on disait confiance en langue des signes? Comme ça. Du cœur. C'est ça, ça partait du cœur. On donnait son cœur. Attention, la main dessous, elle était paume vers le haut, pas vers le bas. Ah oui, la main comme ça. Confiance, comme ça, en partant du cœur. Et petit à petit, ce signe s'est transformé. Parce que les sources se sont dit, la confiance, ça vient pas du cœur, mais de l'esprit. Donc ce serait mieux de partir de la tête. Le signe s'est donc positionné plus haut, et comme maintenir sa main dans cette position, ça faisait mal, c'était pas possible de la garder comme ça. Naturellement, la main s'est retournée pour plus de confort, faire confiance. À l'origine, le signe partait du cœur, puis on l'a placé devant le visage, et comme c'était une position difficile à tenir, la main s'est retournée. Faire confiance. C'est ça. Ah ouais. Encore une autre devinette, si tu as le courage. Je te propose le signe village. Ben, une ville, c'est grand. Un village, c'est petit. Donc tout le monde se connaît et se regarde dans le blanc des yeux. Mais je suis bête, hein. Mais non, t'es pas bête. Bah oui, mais pourquoi village? C'est normal de pas trouver l'origine d'un signe. Si t'as pas fait de recherche étymologique, tu peux pas le savoir. Ben village, vraiment je vois pas. J'ai trouvé la réponse dans un vieux dictionnaire. Dedans, il y avait une description de ce signe très claire. Autrefois, les personnes, sourdes ou entendantes, qui habitaient dans les villes, elles étaient un peu hautaines. Elles se moquaient des gens des campagnes. Voyez comme ils marchent, on dirait des animaux. C'était négatif, bien sûr. Et l'imitation de cette démarche grossière est devenue le mouvement du signe village. Puis, à ce mouvement, on a ajouté la configuration en forme de V, village. Donc village, c'était péjoratif comme signe. Autrefois, oui, ça l'était. Mais aujourd'hui, plus du tout. Parce que les gens ne connaissent pas l'origine de ce signe. Et il a perdu sa connotation péjorative. Ouais.
Ah. Je tiens à vous remercier parce que ça fait très longtemps qu'on s'écrit et pour moi c'était très important. D'abord j'étais une petite étudiante et vous avez toujours répondu à tous les courriels que je vous ai envoyés. Merci. Comme vous le savez, on est embarqué dans une longue, on peut dire presque collaboration, en tout cas échange d'idées. C'est une longue amitié de 15 ans maintenant. C'est un livre qui m'a parlé le feu de la recherche. Et ce livre, qui est-ce qu'il a écrit? C'est vous. Et ça, c'est assez rare, je veux dire, de trouver des textes scientifiques qui vous donnent ça, cette envie de faire pareil. Je ne fais pas pareil, mais oui, cet amour de la recherche. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Vous êtes constamment immergé à en rêver de votre travail de recherche. Je connais ça Et ben voilà. depuis petite. Oui. Ça fait partie de ma vie. Je crois que vous c'est pire. Pour vos recherches, vous avez passé 25 ans à étudier les lapons, 25 ans à étudier les sourds. Avec le recul, quel lien faites-vous entre ces deux populations? Il y a une chose, effectivement, très profonde en commun, c'est que ce sont tous les deux des situations humaines que j'appellerais limites. Une extrême difficulté. Les lapons, ils vivent dans un climat qui peut être en moins 40 jusqu'à moins 55 degrés, ceci depuis des siècles, donc ils ont dû apprendre à s'adapter à une situation très particulière, à trouver les outils, les moyens de subsister, etc. D'un autre côté, vous avez les sourds, qui vivent aussi une situation, dans la mesure où ils sont une minorité dans le monde entendant, qui vivent aussi une situation très difficile. Donc je pense que c'est deux groupes humains, deux cultures qui sont d'une importance particulière pour la compréhension de ce qu'est l'humain. Tu viens, Gaudi? Oh, la folle. Si on me donnait l'occasion de partir ma vie, je ne sais pas trop quel choix je ferais. Parce que je finis ma vie bientôt en laissant sur 50 dialectes en France, 8 enregistrés. Et ça me fait signer mon cœur. Mais bon, c'est comme ça.